Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, la traumatologie vétérinaire. En fait, il faut imaginer le corps d'un patient en état critique comme un véritable champ de bataille. C'est une lutte acharnée pour la survie. Et dans ce combat, les fluides intraveineux, c'est pas juste de l'eau sucrée, c'est l'arme principale, l'arsenal stratégique absolument indispensable pour amener un organisme du bord du gouffre. Alors, comment ça marche exactement? On va suivre un plan d'attaque très précis. D'abord, on pose les bases avec le rôle de l'eau dans le corps. Ensuite, on passe en revue les troupes, les cristalloïdes, le fameux sérum salé hypertonique, puis les puissants colloïdes. Et on terminera par le choc final des traitements pour savoir quelle arme utiliser selon la situation. Première étape, l'eau dans le corps. Avant même que le chaos du choc traumatique ne s'installe, c'est vraiment essentiel de bien comprendre l'état de base du patient. Une question super intéressante se pose. Que devient l'eau lors d'un choc traumatique? L'instinct nous dirait de donner n'importe quel liquide, n'est-ce pas? Mais administrer une simple solution de dextrose, par exemple, c'est totalement inutile en pleine réanimation. Pourquoi? Tout simplement parce que le dextrose est métabolisé très vite. Il laisse derrière lui de l'eau libre qui va direct aller se cacher à l'intérieur des cellules sans du tout restaurer la pression sanguine, là où on en a désespérément besoin. Pour bien visualiser, imaginons le corps d'un animal comme une maison, avec plusieurs pièces. La grande majorité de l'eau, à peu près 66%, est littéralement enfermée à double tour dans la pièce intracellulaire, donc dans les cellules. Les 34% restants, eux, sont dans l'espace extracellulaire. Et ce qui dicte les mouvements entre ces pièces, c'est la fameuse pression oncotique. Le truc fascinant, c'est que ces 34% restants sont encore divisés. Seul un petit quart circule vraiment dans les vaisseaux sanguins. Tout le reste baigne tranquillement l'espace entre les cellules. Et c'est là qu'on aborde un concept crucial, le redoutable troisième secteur. Lors d'un traumatisme sévère, l'eau devient complètement rebelle. Les fluides se retrouvent piégés dans des zones non fonctionnelles et deviennent inutiles pour transporter les nutriments. Le résultat direct, c'est un œdème massif, avec parfois une prise de poids spectaculaire du patient. Ça complique énormément la guérison, puisqu'il faut souvent attendre 2 à 3 jours entiers avant que le corps ne commence enfin à résorber toute cette eau emprisonnée. Allez, on déploie la première vague de notre arsenal, les fluides cristalloïdes. C'est en quelque sorte l'infanterie de la médecine d'urgence, des solutions de première ligne basées principalement sur du chlorure de sodium. Quand on regarde les chiffres de plus près, on remarque des différences physiologiques énormes entre les espèces. Le volume sanguin d'un chien est beaucoup plus élevé que celui d'un chat. Et ça crée une vraie controverse vétérinaire. Le volume de choc traditionnel pour les chiens, fixé à 90 ml par kilo et par heure, il est peut-être bien trop excessif. L'approche moderne suggère qu'il est souvent plus pertinent et beaucoup plus sûr de cibler uniquement le volume du plasma, soit autour de 50 ml par kilo. Si on compare les compositions de ces fluides, il y a un détail frappant. Le Ringer lactate, pourtant hyper populaire, manque cruellement de sel pour les petits animaux. Avec seulement 130 milliéquivalents de sodium, c'est assez faible par rapport aux normes solaires. Et puis, il y a un enjeu stratégique avec les tampons, ces substances qui gèrent l'acidité du sang. En état de choc, le foie est très mal irrigué. C'est donc beaucoup plus malin d'utiliser des fluides contenant de l'acétate ou du gluconate, métabolisés directement par les muscles, plutôt que du lactate qui forcerait un foie déjà affaibli à travailler. Ici, il y a un phénomène super contre-intuitif à observer. On sait que les cristalloïdes fuient très vite des vaisseaux sanguins. En fait, après 1 heure ou 2, il ne reste plus qu'un cinquième du volume administré dans la circulation. Mais ce qui est dingue, c'est que si on calcule bien la dilution du sang, ce qu'on appelle l'hémodilution, ça va en réalité améliorer le débit cardiaque et booster l'oxygénation des organes dans un premier temps. Attention par contre, l'hémodilution excessive est un véritable piège. Il y a une règle d'or absolue à ne jamais franchir, on ne doit jamais laisser le volume de globules rouges, l'hématocrite, chuter sous les 20%, ni laisser les protéines totales descendre en dessous de la moitié de leur valeur de départ. Si on ignore cette limite, le liquide s'échappe massivement, ouvrant grand la porte à un œdème interstitiel très dangereux. Passons maintenant aux forces spéciales de notre arsenal médical, le sérum salé hypertonique. Là, contrairement au fluide classique, on utilise des concentrations de sel qui explosent le standard habituel de 0,9%. L'impact de cette solution sur le corps est immédiat. Ses avantages sont massifs. Une amélioration fulgurante de la distribution d'oxygène et une baisse ultra rapide de la pression dans le crâne, tout ça avec de tout petits volumes de fluide. Mais toute cette puissance s'accompagne de sérieux risques. Ça peut provoquer un excès de sodium, une chute du potassium et surtout créer une hyperosmolarité extrême dans le sang, atteignant parfois 2400 milliosmoles. C'est un outil incroyable, mais qui demande une précision chirurgicale. Déployons l'unité suivante, les colloïdes. Ce sont véritablement les molécules poids lourds de la médecine d'urgence, réservées pour la stabilisation des cas les plus critiques.
Pour bien visualiser leur action, il suffit de penser à une énorme éponge. Ces grosses molécules agissent directement dans les vaisseaux sanguins en créant une forte pression osmotique. En clair, elles aspirent l'eau depuis l'espace interstitiel et la retiennent fermement dans la circulation. C'est d'ailleurs exactement pour ça qu'on les administre presque toujours avec des cristalloïdes. Les colloïdes maintiennent la pression sanguine pendant que les cristalloïdes viennent réhydrater les espaces entre les cellules, asséchés par cet effet éponge. Parmi les options synthétiques, la puissance de l'amidon hydroxyéthylique, souvent appelé étastarche, est assez bluffante. Il peut provoquer une expansion moyenne du volume plasmatique de 141%, c'est juste colossal. Ces traitements offrent aussi des durées d'action clinique très variables. Par exemple, le Dextran 70 agit pendant environ 25 heures, et tandis que les effets de l'étastarche peuvent soutenir le système cardiovasculaire sur une durée allant de 12 à 48 heures. Par contre, manipuler ces poids lourds demande une prudence extrême. La liste des effets secondaires fait réfléchir, risque accru de saignements liés à des soucis de coagulation, réactions allergiques graves et même un risque d'insuffisance rénale aiguë spécifiquement lié au Dextran 40. Et attention, il y a une contre-indication absolue. Il ne faut jamais utiliser ces colloïdes sur un patient souffrant d'insuffisance cardiaque congestive. Ça provoquerait une expansion de volume beaucoup trop brusque pour le cœur. Nous voilà dans la phase stratégique finale, le grand débat médical. Face à un patient critique, quelle famille de fluides gagne véritablement le match en clinique? C'est une véritable guerre qui divise les experts. D'un côté, les cristalloïdes demandent de gros volumes, peuvent causer des œdèmes si les vaisseaux fuient, mais ils coûtent très peu cher. De l'autre côté, les colloïdes augmentent directement le volume sanguin avec de toutes petites doses, mais pour un coût financier bien plus lourd. Et le plus surprenant dans tout ça, les méta-études réalisées chez l'humain montrent qu'au final, il n'y a pas d'avantage clair de survie pour l'un ou l'autre camp. Tout est donc une question de stratégie ciblée selon la blessure. Prenons un exemple concret, de graves contusions pulmonaires provoquent des fuites capillaires sévères. Là, utiliser des cristalloïdes devient indispensable car des colloïdes risqueraient de fuir dans les poumons, ce qui serait fatal. A l'inverse, face à un traumatisme crânien sévère, la priorité s'inverse totalement. On va s'appuyer spécifiquement sur le sérum salé hypertonique pour protéger le cerveau et faire chuter la pression intracrânienne. Pour conclure ce grand débat, cette citation résume parfaitement la situation. Le choix parfait ne dépend pas d'un produit miracle, mais de l'objectif médical précis. S'il faut réhydrater et agrandir tout l'espace extracellulaire dans son ensemble, les cristalloïdes sont la meilleure option. Mais s'il y a une urgence absolue à cibler uniquement le volume à l'intérieur des vaisseaux pour rétablir une tension critique, ce sont les colloïdes qui remportent la mise. La médecine vétérinaire est vraiment un milieu fascinant, ultra dynamique, où chaque petit détail physiologique a son importance. Décortiquer ces mécanismes complexes permet non seulement d'y voir plus clair, mais surtout de réaliser comment des vies sont arrachées à la mort au quotidien. Lors de la prochaine urgence médicale, une question restera toujours en suspens. Quelle stratégie dictera l'issue du combat? Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.